Mes parents faisaient leurs valises pour les vacances d'anniversaire de ma sœur pendant que je restais là, perplexe, à me demander pourquoi mes bagages n'étaient pas prêts. Ma mère a montré la table du doigt. Quelqu'un doit finir les devoirs de ta sœur, rester à la maison et se rendre utile pour une fois. Je n'ai pas dit un mot. Quand ils sont partis, j'ai fait quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Salut, Reddit. Lecteur de l'ombre depuis longtemps, premier message. Voici l'histoire de la façon dont mes parents m'ont traité injustement toute ma vie, comment j'ai finalement craqué, et tout le spectacle qui a suivi. Prenez votre popcorn et profitez. Je m'appelle Lucas, 19 ans, un homme. En grandissant, j'ai vite appris que certains enfants naissent pour être des trophées, et d'autres pour être des meubles. J'étais le meuble, Chloé était le trophée. Mes parents l'ont clairement fait savoir dès qu'elle a su marcher. C'est le jour de son anniversaire que tout a implosé. Mon père a laissé tomber une pile de papier sur le comptoir de la cuisine pendant que ma mère fermait la 3e valise de Chloé. Je suis resté là comme un idiot, attendant que quelqu'un me dise où étaient mes bagages. Tu t'occuperas de tout ça pendant notre absence, a dit mon père. Les professeurs de Chloé ont accepté de prendre ses devoirs en retard puisqu'elle est en croisière familiale. Considère ça comme ton cadeau d'anniversaire pour elle. Laissez-moi revenir en arrière, car cela n'a pas commencé avec une croisière. Le favoritisme n'était pas nouveau. Il a été présent toute ma vie, il s'est juste aggravé en vieillissant. De petites choses au début. Elle a eu la plus grande chambre, l'ordinateur portable le plus récent, la voiture avec moins de 300 000 km au compteur. Son fonds d'études universitaires avait des dépôts réguliers. Le mien avait de la poussière. Mes parents payaient ses uniformes de cheerleading et ses frais de compétition sans sourciller. Mon équipement de lutte provenait de l'argent de mon travail d'été. Papa disait des choses comme « les filles ont besoin de plus de soutien » ou « ta sœur a des obligations sociales ». Maman était pire. Elle nous montait activement l'un contre l'autre, puis faisait semblant d'être choquée quand Chloé me traitait comme une ordure. Le vrai changement s'est produit vers la première année de lycée de Chloé, quand elle a compris que pleurer lui permettait d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Je l'ai regardé perfectionner cela comme une expérience scientifique. Nos parents tombaient dans le panneau à chaque fois. Premier incident majeur, elle a emprunté mon ordinateur portable pour un examen d'histoire et a juré de me le rendre avant 21h. J'avais un devoir à rendre. À 22h, j'ai frappé à sa porte. Elle m'a dit de ficher le camp. À minuit, j'ai frappé à nouveau. Elle est sortie en pleurant, a dit à nos parents que je l'avais harcelée toute la nuit pendant qu'elle essayait d'étudier, et a inventé des mensonges sur le fait que je l'avais traitée de stupide. Papa m'a regardé comme si j'avais commis un crime de guerre et m'a envoyé dans ma chambre sans même demander ma version des faits. Mon ordinateur portable est réapparu le lendemain avec un écran fissuré et des taches de café sur tout le clavier. Quand je leur ai montré, Chloé a pleuré plus fort et a dit que j'essayais de la piéger parce que j'étais jaloux de ses notes. Maman m'a fait lui présenter mes excuses. Après ça, j'ai appris à me taire et à rester invisible. Chloé créait le chaos, et on me blâmait. Toute protestation faisait de moi le méchant. Le schéma se répétait en boucle. L'annonce de la croisière est arrivée 3 semaines avant son anniversaire. Ils ont convoqué une réunion de famille. Papa a expliqué qu'ils avaient prévu quelque chose de spécial pour les 16 ans de Chloé, une croisière de 8 jours en Méditerranée. Le voyage durerait 9 jours de porte à porte, avec tout le tralala. Toute la famille y va, a dit maman avec un grand sourire. J'ai réellement ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Peut-être que cette fois, c'était différent. Lucas reste à la maison, évidemment, a ajouté maman, comme si elle parlait de la météo. Quelqu'un doit surveiller la maison et s'occuper des devoirs de Chloé. Elle ne peut pas être stressée par les devoirs pendant qu'elle célèbre son anniversaire. L'excitation est morte sur le champ. Le sourire de Chloé était du pur poison. Tu comprends, n'est-ce pas, Lucas ? C'est mon jour spécial, mon voyage. Certains d'entre nous comptent vraiment. J'ai hoché la tête parce que discuter avec eux, c'était comme discuter avec un mur. J'ai dit que je comprenais et je suis allé dans ma chambre. Les 3 semaines suivantes ont été un enfer. L'excitation de Chloé remplissait chaque recoin de la maison. Des sacs de shopping apparaissaient tous les jours. Maman l'emmenait pour des soins au spa, des manucures et des pédicures. Papa lui a acheté un appareil photo sous-marin qui coûtait plus cher que mon assurance auto. Ses amis venaient constamment pour s'extasier sur sa chance. Et Chloé s'assurait que j'étais à portée de voix pour chaque conversation.
Je suis tellement bénie, disait-elle de cette fausse voix douce. J'ai passé ces semaines à chercher un travail. Mon anniversaire tombait 4 jours après le début de leur voyage, et j'en avais assez. Avoir 18 ans signifiait la liberté légale. Ça signifiait que je pouvais avoir un compte en banque sans leur nom dessus. Ça signifiait que je pouvais partir. J'ai trouvé un travail dans un entrepôt à Vaux-en-Velin, à temps plein, salaire décent, avantages sociaux après 3 mois. J'ai dit à mes parents que c'était un travail à temps partiel pour m'occuper pendant leur absence. Ils n'ont même pas fait semblant d'écouter. Mais j'ai aussi appelé mon grand-père, Gérard. Il vivait à 2 régions de là et il était le seul à m'avoir jamais traité comme une vraie personne. Je lui ai parlé de la croisière, de la pile de devoirs, de tout. Sa réponse n'a été que 4 mots, bien. Pas, mon fils. C'est à ce moment-là que j'ai su que je prenais la bonne décision. Le matin de leur départ, j'ai mis mon réveil à 4h30. Une partie démodée de moi pensait encore que les familles étaient censées se dire au revoir correctement. Papa était déjà dans la cuisine à faire défiler son téléphone quand je suis descendu. J'ai dit « bonjour ». Il a grogné. Ce fut l'étendue de notre interaction. Chloé est descendue en trombe, vêtue d'une nouvelle tenue. Elle m'a regardé, et tout son visage s'est assombri. C'est à ce moment-là que papa a ramassé l'énorme pile de devoirs et l'a posée devant moi. Les professeurs de Chloé ont accepté de prendre ça en retard puisqu'elle voyage pour son anniversaire. Ça doit être fait et rendu lundi matin, sinon elle rate 3 matières. J'ai fixé la pile, des dissertations de français sur des livres qu'elle n'avait certainement pas lus, des fiches de maths qu'elle avait ignorées tout le semestre, un projet d'histoire sur la guerre froide avec citations et bibliographie. 30, peut-être 40 heures de travail. Tu es sérieux en ce moment? Ai-je l'air de plaisanter? La voix de papa avait ce ton tranchant. Tu vis sous notre toit, tu manges notre nourriture. C'est une simple demande. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai un travail qui commence lundi. Alors gère mieux ton temps. C'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. Maman est apparue avec le coussin de voyage de Chloé et sa précieuse couverture de voyage. Chérie, ne te bats pas contre ça. Les arrangements sont déjà faits avec ses professeurs. Fais juste le travail. Chloé examinait ses ongles. Honnêtement, Lucas, la plupart des gens de notre âge concilient travail et études. Arrête de faire ton cinéma. Ce sont tes devoirs, tes notes. Elle a haussé les épaules. Et tu es mon frère. Les frères s'entraident. C'est comme ça que ça marche. J'ai regardé ma mère, puis mon père, attendant que l'un d'eux reconnaisse à quel point c'était insensé. Aucun ne l'a fait. Ils passaient déjà à autre chose, vérifiant l'heure et calculant le trafic. Vous partez pour combien de temps? Ai-je demandé. Le rire de Chloé était cruel. Assez longtemps pour que tu contribues enfin à quelque chose d'utile dans cette famille. Ils sont partis 20 minutes plus tard. Maman m'a fait un signe de la main distrait. Papa n'a même pas regardé en arrière. Chloé a envoyé un baiser de la fenêtre de la voiture. La maison est devenue silencieuse, et je suis resté dans cette cuisine à regarder des devoirs qui n'étaient pas les miens, sentant quelque chose s'installer dans ma poitrine. J'ai pris la pile et l'ai posée sur mon bureau. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. Grand-père Gérard a répondu à la 2e sonnerie. Tu pars aujourd'hui? Dès que j'aurai fini de faire mes bagages. Bon garçon. Tu as besoin d'argent? J'ai économisé. J'ai un travail en vue et une chambre louée. Ça va. Il y a eu une pause. Puis il a dit quelque chose qui n'a eu de sens que plus tard. Tes parents vont regretter ça, Lucas. Plus qu'ils ne le pensent. Concentre-toi sur toi maintenant. Je m'occupe du reste. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. J'ai juste dit merci et j'ai raccroché. Ce samedi-là, j'ai passé mon temps à faire mes bagages, vêtements, ordinateur portable, documents que je collectionnais depuis des semaines, actes de naissance, carte de sécurité sociale, dossiers scolaires. J'avais demandé des duplicata au bureau, prétendant en avoir besoin pour des candidatures universitaires. La montre de mon grand-père qu'il m'avait donnée tout tenait dans 2 sacs de sport et un sac à dos. 18 ans en 3 sacs. Puis j'ai commencé le vrai travail, les photos. Notre maison en était couverte, les murs du couloir, la cheminée, chaque étagère et surface. Je les ai passées en revue systématiquement. Toute photo où j'apparaissais a été enlevée.
J'en ai gardé quelques-unes parce qu'elles dataient d'avant que les choses ne tournent mal. Je n'avais pas besoin de la plupart d'entre elles. C'étaient des mensonges de toute façon, de faux sourires cachant des années d'invisibilité. Pour chaque photo que j'ai enlevée, j'ai laissé le cadre vide. Je voulais qu'ils voient exactement de combien de moments j'avais été effacé. Je voulais qu'ils entrent et ne voient que des espaces vides là où j'étais autrefois. Ça m'a pris 3 heures. Ensuite, je me suis occupé des devoirs de Chloé. Je ne les ai pas jetés. Au lieu de ça, j'ai lu chaque devoir, j'ai vu exactement le peu de travail qu'elle avait fait de tout le semestre, et j'ai tout remis en une pile soignée. J'ai laissé un post-it dessus en grosses lettres, pas mon problème. Bonne chance. Puis j'ai pris le calendrier familial sur le mur de la cuisine, la fierté et la joie de maman, codé par couleur et organisé au millimètre près. Les affaires de Chloé étaient toutes en violet, rendez-vous chez le médecin, entraînement de Shirley Digne, sortie entre amis, journée au spa. Mes dates limites pour les candidatures universitaires étaient au crayon, facile à effacer. Mon anniversaire n'était pas marqué du tout. J'ai pris un marqueur rouge, j'ai encerclé la date dans 5 jours et j'ai écrit « Lucas a 18 ans et déménage » dans les plus grandes lettres possibles. Je l'ai laissé ouvert sur le comptoir où il le verrait en premier. Puis je suis sorti, j'ai verrouillé la porte et j'ai conduit jusqu'à mon nouveau logement. Je n'ai jamais regardé en arrière. Mon anniversaire est arrivé à 5 heures du matin sur le parking d'un entrepôt. Pas de gâteau, pas de carte, pas de famille chantant faux. Juste moi dans ma voiture, buvant du café de station-service et regardant le soleil se lever, pensant que c'était déjà mieux que n'importe quel anniversaire qu'il m'avait offert. Le travail à l'entrepôt était exactement ce dont j'avais besoin, décharger des camions, déplacer des stocks, scanner des boîtes. Mon superviseur, Thierry, était un type d'une 50aine d'années avec une barbe et une boiterie due à une opération du genou qui avait mal tourné. Il m'a regardé le premier jour et a dit que j'avais l'air de quelqu'un qui fuyait quelque chose. Je lui ai dit que c'était plutôt comme courir vers quelque chose. Il a ri et a dit que c'était généralement mieux. Thierry est devenu la première personne depuis longtemps à me traiter comme si j'avais de la valeur. Il m'a montré les ficelles du métier, ne m'a pas surveillé de près et m'a donné de vraies responsabilités. Au 3e jour, il m'a fait former de nouvelles personnes. Au 5e jour, il m'a dit que j'avais du potentiel et m'a demandé si je comptais rester à long terme. Je lui ai dit, ouais. Et je le pensais vraiment. La chambre que j'avais louée se trouvait dans une maison appartenant à une femme nommée Martine, une enseignante à la retraite d'une 60aine d'années qui avait perdu son mari quelques années auparavant. Elle avait converti 2 chambres en location pour l'aider avec les dépenses et parce que, disait-elle, la maison était trop silencieuse seule. Ma chambre était petite, un lit, un bureau, une commode. Mais personne ne criait à travers les murs. Personne ne me reprochait des choses que je n'avais pas faites. Les règles de Martine étaient simples, garder propre. Pas de bruit après 22 heures. Payer le loyer à temps. C'était tout. Pas de manipulation. Pas de culpabilisation. J'avais l'impression d'avoir déménagé sur une autre planète. Les jours se sont enchaînés, travail à 6 heures, retour à la maison à 16 heures, un dîner rapide, étudier pour les cours que je terminais encore, coucher à 22 heures. La routine était stable. Chaque jour qui passait sans que quelqu'un me crie dessus ou que Chloé sabote quelque chose était la preuve que j'avais pris la bonne décision. Je n'ai pas contacté mes parents. Ils ne m'ont pas contacté non plus, ce qui faisait moins mal que prévu. Ils s'éclataient sur un bateau de croisière, et je déplaçais des boîtes dans un entrepôt. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Le 8e jour, je suis retourné à la maison une dernière fois. J'avais encore ma clé. Je devais récupérer quelques affaires que j'avais oubliées, honnêtement, je voulais voir s'ils avaient appelé ou envoyé des messages. Mon téléphone était éteint depuis des jours. La maison semblait morte. J'ai traversé, récupérant les derniers essentiels, mon bon manteau d'hiver, quelques livres, les médailles de lutte que j'avais gagnées et qu'ils avaient fourrées dans un tiroir. J'ai vérifié mon téléphone avant de partir, 20 appels manqués, 2 messages vocaux, 12 textos, tous des 6 dernières heures. J'ai tout supprimé sans écouter ni lire et j'ai bloqué les 3 numéros. Puis je suis sorti, j'ai verrouillé la porte pour la dernière fois et je suis retourné chez Martine. Ma nouvelle vie m'attendait. Il pouvait se débrouiller seul. Les appels n'ont pas cessé, ils allaient juste sur la messagerie vocale. Je n'ai jamais vérifié. Au lieu de cela, j'ai reçu un appel de Monsieur Dubois,
mon professeur d'histoire est le seul adulte à l'école qui ait jamais remarqué que quelque chose n'allait pas dans ma famille. Lucas, je dois te parler de quelque chose. Tes parents ont appelé l'école pour demander où tu te trouvais. Ils ont aussi appelé au sujet des devoirs manquants de Chloé. Il a fait une pause. Tu veux me dire ce qui se passe? J'ai déménagé. J'ai un travail et un logement. Ça va. Et les devoirs dont ils ont parlé, ce ne sont pas mes devoirs. Pas mon problème. Chloé a eu tout le semestre pour les faire. C'est son affaire. Le silence s'est étiré. Puis Monsieur Dubois a dit quelque chose qui m'a surpris. Bien pour toi, Lucas. Tu mérites mieux. Mais tes parents insistent. Ils viennent à l'école demain et ils pensent que tu es en danger ou kidnappé ou quelque chose de dramatique. Dis-leur que je suis un adulte et que je ne veux pas de contact. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Je le ferai. Mais ils exigent aussi que l'école t'oblige à faire les devoirs de Chloé puisqu'il s'était arrangé avec ses professeurs. Je te préviens juste que ça va devenir compliqué. Laisse les choses se compliquer. Je ne ferai pas ces devoirs. Il a ri. Je n'ai jamais pensé que tu le ferais. Prends soin de toi, mon garçon. Ce soir-là, Martine a frappé à ma porte. Tes parents sont là. Ils sont sur le porche et ils ont l'air agités. J'ai pensé que tu devrais le savoir avant qu'ils ne commencent à faire une scène. Mon estomac s'est noué. Tu leur as dit que j'habitais ici? Je leur ai dit que j'avais un locataire nommé Lucas, mais je ne discute pas de mes locataires avec des inconnus. Ils sont persistants, cependant. Tu devrais t'en occuper. Je l'ai suivi en bas. Par la fenêtre, je pouvais voir papa faire les 100 pas sur la pelouse comme un animal en cage. Maman était assise dans la voiture, au téléphone. Chloé était à l'arrière, faisant défiler le sien. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sur le porche. Martine est restée à l'intérieur mais visible, en soutien si j'en avais besoin. Papa m'a repéré et son expression est passée du soulagement à la rage en une demi-seconde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Lucas? Où étais-tu? Ta chambre est vide. Tu ne réponds pas aux appels. Et Chloé est en train de rater 3 matières parce que tu n'as pas fait son travail. J'ai déménagé. On voit ça, sa voix montait. Pourquoi? Tu es encore au lycée. Tu as des responsabilités ici. Les devoirs de Chloé ne sont pas ma responsabilité. Maman est sortie de la voiture alors, le visage crispé par la colère. Lucas, arrête ça. Tu te comportes comme un enfant. Si c'est à propos de la croisière, on peut en parler. Mais s'enfuir et saboter l'éducation de ta sœur est inacceptable. J'ai déménagé. Il y a une différence. J'ai un emploi, je paie un loyer et je me débrouille bien. Tu ne peux pas simplement partir, a dit papa, la mâchoire serrée. Tu rentres à la maison tout de suite. J'ai 18 ans. Tu ne peux pas m'obliger. Nous sommes tes parents. Vous étiez mes parents quand vous m'avez laissé à la maison pendant des vacances pour faire les devoirs de quelqu'un d'autre. Vous étiez mes parents quand vous avez oublié que mon anniversaire existait. Vous étiez mes parents quand vous avez passé 18 ans à me faire comprendre que j'étais moins important qu'elle. J'ai montré la voiture où Chloé regardait. Alors, non. Ça va. Chloé est finalement sortie, le visage rouge. Tu es tellement dramatique. Tu es en colère parce que tu n'as pas pu venir à mon voyage d'anniversaire. Grandis, Lucas. Le monde ne tourne pas autour de toi. J'ai ri. Ouais. Je ne voudrais pas que le monde tourne autour de moi. C'est ton travail, non? J'avais besoin d'aide. Tu avais besoin de quelqu'un pour faire ton travail parce que tu as passé tout le semestre à ne rien faire. Maman s'est approchée. Lucas, s'il te plaît. On peut arranger ça. Rentre juste à la maison pour que les choses redeviennent normales. Normales? Où je suis invisible sauf quand vous avez besoin de quelque chose? Où Chloé obtient tout et où j'ai ce qui reste? J'ai secoué la tête. Je suis bien où je suis. Tu as enlevé toutes les photos, a dit soudainement maman. Chacune où tu apparaissais. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que si je ne suis pas assez important pour être emmené en vacances familiales, je ne suis pas assez important pour être sur les photos de famille. Le visage de papa devenait rouge. Il s'est approché, jusqu'aux marches du porche. Tu es manipulateur. Tu essaies de nous punir.
Non, j'établis des limites. Je me retire d'une situation qui était malsaine. Tu peux appeler ça comme tu veux pour te sentir mieux. Espèce de petit ingrat. Papa a commencé à monter les marches, sa main se tendant vers mon bras. Tu rentres à la maison tout de suite. J'ai reculé. Ne me touche pas. Je suis ton père. Et je suis un adulte qui te dit non. C'est à ce moment-là qu'il a attrapé ma chemise, me tirant en avant assez fort pour que je perde l'équilibre. Son autre main s'est levée et m'a poussé en arrière contre la rampe du Porsche. Tu ne vas pas t'éloigner de cette famille comme si nous n'étions rien, a-t-il dit, tenant toujours ma chemise. Son visage était à quelques centimètres du mien, rouge et tordu de colère. Tu ne vas pas juste. Lâchez-le, la voix de Martine a retenti depuis l'embrasure de la porte. Tout de suite. La main de papa s'est resserrée sur ma chemise à la place. Ça ne vous regarde pas, ça me regarde quand quelqu'un agresse mon locataire sur ma propriété. Lâchez-le. Maman était sortie de la voiture maintenant, se précipitant vers le Porsche. Didier, arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a poussé à nouveau, plus fort cette fois. Mon dos a heurté la rampe et une douleur a traversé mes épaules. Tu rentres à la maison où je traînerai moi-même. J'ai gardé une voix calme même si mon cœur battait la chamade. Si tu poses encore les mains sur moi, j'appelle les flics. Tu feras quoi? Il a vraiment ri mais ne m'a pas lâché. Contre ton propre père? Certainement. Martine avait déjà son téléphone à la main. J'appelle la police tout de suite. J'ai aussi ça en vidéo sur ma sonnette de porte. Dernière chance de le lâcher. Maman a attrapé le bras de papa. Didier, s'il te plaît, laisse-le partir. Il m'a tenu encore quelques secondes, me fixant. Quand je n'ai pas bougé, pas réagi, il m'a finalement poussé une dernière fois et m'a lâché. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Tu rentreras à la maison, que tu le veuilles ou non. La police est en route, a dit calmement Martine. Elle enregistrait toujours. Chloé se tenait près de la voiture, son téléphone levé, filmant tout. Pour une fois, elle avait l'air mal à l'aise. Maman tirait sur le bras de papa, essayant de le ramener à la voiture. Il a descendu les marches, me montrant du doigt. Tu fais une énorme erreur. Je suis presque sûr que c'est toi qui viens de faire la plus grosse, ai-je dit. Ils sont montés dans la voiture et sont partis. Papa a démarré en trombe, assez fort pour laisser des traces de pneus sur l'allée de Martine. Martine a baissé son téléphone. Ça va? Mes épaules me faisaient mal là où j'avais heurté la rampe, mais rien de grave. Oui, ça va. J'ai des images claires de tout. La sonnette de porte a tout filmé. C'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Je suis resté là à y réfléchir. Une partie de moi voulait laisser tomber, les drames familiaux ne valaient pas la peine. Mais une autre partie, celle qui avait passé 18 ans à se faire bousculer de différentes manières, savait que c'était différent. Il avait franchi une ligne, et le laisser la franchir sans conséquence signifiait simplement qu'il recommencerait. Peux-tu m'envoyer ces images? C'est déjà fait. Et Lucas, les gens comme ça ne s'arrêtent que lorsqu'ils font face à de vraies conséquences. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Je leur ai raconté toute l'histoire et je leur ai montré la vidéo. Ils ont pris des photos des marques rouges sur mes épaules là où la rampe s'était enfoncée et ont recueilli la déclaration de Martine en tant que témoin. Une policière, une femme nommée Lefebvre, s'est assise avec moi dans le salon de Martine pendant que son partenaire prenait des notes. « Vous avez 18 ans ?» a-t-elle demandé. « Oui, j'ai eu 18 ans pendant qu'ils étaient en vacances. »« Et vous avez déménagé légalement? Vous avez un bail ici? » ?»« Un contrat de location au mois que je peux vous montrer. » Elle a hoché la tête. « Votre père a posé les mains sur vous 2 fois, vous a poussé contre une rampe et a menacé de vous forcer physiquement à partir avec lui. Ce sont des voies de fait et des coups et blessures. Voulez-vous porter plainte? » J'ai regardé Martine. Elle a hoché la tête. « Oui. » « D'accord, nous allons déposer le rapport. Vous devrez venir au commissariat demain pour faire une déclaration officielle. Avec les preuves vidéo et le témoignage, cela devrait être assez simple. Vous devriez aussi envisager une ordonnance restrictive, surtout s'il a menacé de revenir. » Il l'a fait. L'agent Lefebvre m'a tendu une carte. « Appelez ce numéro demain. Ils peuvent vous guider dans le processus d'ordonnance restrictive. »
Étant donné ce qui s'est passé ce soir et les menaces, vous devriez probablement obtenir une ordonnance temporaire immédiatement, avec une audience complète dans quelques semaines. Après leur départ, je me suis assis sur le canapé de Martine, engourdi. Elle m'a apporté du thé et s'est assise en face de moi. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle répété. Ça ne me semble pas juste. J'ai l'impression d'avoir fait exploser ce qui restait de ma famille. Ta famille s'est fait exploser il y a des années. Tu as juste arrêté de prétendre que l'explosion n'avait pas eu lieu. Le lendemain, je suis allé au commissariat, j'ai fait ma déclaration et j'ai commencé les démarches pour l'ordonnance restrictive. La femme qui m'aidait était patiente, m'expliquant tout. L'ordonnance temporaire a été accordée immédiatement sur la base de l'agression et des menaces. Une audience complète a été fixée 2 semaines plus tard. Papa a reçu les papiers à son bureau. J'ai appris plus tard par Monsieur Dubois que ma mère avait appelé l'école en pleurant, disant que je détruisais leur famille. Monsieur Dubois lui a dit gentiment que les accusations de voies de fait ont tendance à faire ça. Les jours suivants ont apporté d'autres tentatives de contact, des messages vocaux que je n'ai pas écoutés, des textos qui allaient à des numéros bloqués. Monsieur Dubois a rappelé pour dire que mes parents s'étaient présentés à l'école, exigeant qu'ils me forcent à faire les devoirs de Chloé et qu'ils leur disent où j'habitais. Je leur ai dit que ni l'un ni l'autre n'arriverait, a-t-il dit. J'ai tout documenté et je les ai informés que vous êtes un adulte qui a demandé aucun contact. Ils n'étaient pas contents. Votre père menaçait d'appeler la police. J'ai ri. Pourquoi? J'ai 18 ans et je suis parti volontairement. Il n'y a pas de crime ici. C'est ce que je leur ai dit. Ils sont partis, mais votre mère pleurait et votre père menaçait de prendre des avocats. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Sois prudent, Lucas. Par des gens encore à l'école, j'ai appris que la situation scolaire de Chloé était passée de mauvaise à catastrophique. Elle avait été mise en probation académique. Les professeurs ont refusé d'accepter les travaux en retard puisqu'ils ne se sont jamais matérialisés. Mes parents ont essayé de soutenir que j'avais accepté de les faire, mais sans moi pour confirmer ou les faire, il n'y avait rien à soumettre. Elle allait rater 3 matières. L'école d'été était sa seule option pour rester sur la bonne voie pour obtenir son diplôme. Je n'ai ressenti aucune culpabilité à ce sujet. Le travail est devenu mon encre. Thierry a remarqué que j'arrivais tôt, que je restais tard et que je travaillais plus dur que des gars 2 fois plus âgés que moi. Il a commencé à me donner plus de responsabilités, former des gens, gérer les stocks, coordonner les horaires des camions. Une semaine, j'ai remarqué que notre horaire de chargement faisait attendre les camions pendant des heures à cause de la façon dont nous avions organisé les affectations au quai. J'ai passé une pause déjeuner à élaborer un meilleur système de rotation, je l'ai montré à Thierry, et il l'a mis en œuvre le lendemain. Cela a réduit nos coûts d'heures supplémentaires de 12% ce mois-là. Il n'en a pas fait toute une histoire, il m'a juste tapé sur l'épaule et a dit que je pensais comme un manager. Après 3 semaines, il m'a pris à part pendant une pause. Tu prévois de rester à long terme, a-t-il demandé. C'est le plan. Bien. Je te nomme chef d'équipe. Ça vient avec une augmentation et de meilleurs avantages sociaux. Tu l'as mérité. L'augmentation était suffisante pour que je puisse commencer à économiser de l'argent réel. De l'argent pour l'université, pour les urgences, pour un avenir qui était le mien. Thierry est devenu quelque chose qui ressemblait à un ami. Nous déjeunions ensemble et il me racontait des histoires sur le nouveau mari de son ex-femme, qui était apparemment nul au barbecue et à la pêche. Un jour, il m'a posé des questions sur ma situation familiale. Je lui ai donné les bases, y compris les accusations de voies de fait. Bien, a-t-il dit sèchement. Les actions ont des conséquences. Tu l'as tenu responsable. Il faut du courage. L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu 2 semaines après l'agression. Je me suis présenté avec Martine, le rapport de police, les preuves vidéo et des photos des ecchymoses qui s'étaient formées sur mes épaules. Papa est venu avec un avocat et maman. L'audience a duré moins de 30 minutes. La juge a regardé la vidéo, lu le rapport de police et entendu les 2 parties. L'avocat de papa a essayé de soutenir que c'était un conflit familial qui avait mal tourné, que j'exagérais pour attirer l'attention, que mon père essayait simplement de ramener son fils troublé à la maison. La juge n'a pas marché. Votre client a attrapé le demandeur, l'a poussé 2 fois contre une rampe et a menacé de le retirer de force de la propriété. Ce sont des voies de fait et des coups et blessures.
Ajoutez à cela les menaces de revenir pour finir ça et nous avons des motifs clairs de protection. Elle a accordé une ordonnance restrictive complète pour 12 mois. Papa devait se tenir à 150 mètres de moi, de la propriété de Martine, de mon lieu de travail et de mon école. Il ne pouvait pas me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Toute violation signifiait une arrestation immédiate. Le visage de papa est devenu rouge quand la juge a lu les termes. Maman s'est mise à pleurer, mais ni l'un ni l'autre ne pouvait dire quoi que ce soit qui changerait la situation. Sortir de ce tribunal m'a fait du bien. Vraiment du bien. 3 semaines après mon départ, mon téléphone a sonné d'un numéro que je n'avais pas bloqué. C'était grand-père Gérard. Ta mère m'a appelé, a-t-il dit sans préambule. Elle m'a fait tout un sermon sur ta sortie dramatique et à quel point ils sont inquiets. Mais Lucas, nous devons parler. Peux-tu venir me voir le week-end prochain? Il y a quelque chose que tu dois savoir. À propos de quoi? C'est mieux en personne. Je te rembourserai l'essence. Viens, c'est tout. Le trajet jusqu'à la maison de grand-père Gérard a duré 4 heures par des routes de campagne et des terres agricoles. Sa maison se trouvait sur 8 hectares à l'extérieur d'un village si petit qu'il n'avait pas de feu de signalisation. J'y étais allé peut-être 3 fois en grandissant. Maman avait toujours une excuse pour que nous ne puissions pas y aller plus souvent, trop loin, trop occupé, trop cher. Maintenant, je me demandais si elle ne m'avait pas tenu à l'écart exprès. Grand-père Gérard m'a accueilli sur le porche. Il avait 70 ans mais bougeait encore comme un homme de 20 ans de moins, un ancien para, un électricien à la retraite et le seul adulte de ma famille qui m'ait jamais traité avec un respect élémentaire. Tu as l'air en forme, a-t-il dit en me prenant dans ses bras. À l'intérieur, il nous a servi du café à tous les deux et nous nous sommes assis à sa table de cuisine. Il m'a étudié un long moment avant de parler. Je vais te dire quelque chose que tes parents ne savent pas encore. J'ai changé mon testament il y a 6 mois. J'ai cligné des yeux. D'accord. J'observe comment ils te traitent depuis des années. Chaque fois que tu appelais, chaque fois que nous parlions, je l'entendais dans ta voix. La façon dont ils te rendaient invisible. La façon dont il donnait tout à ta sœur et te laissait les miettes. Il s'est adossé à sa chaise. Cette maison, la terre, mes économies, mes investissements tout devait être partagé entre ta mère et ton oncle. Mais j'ai changé ça. Maintenant, tout te revient. Je l'ai regardé fixement. Grand-père, je ne peux pas, tu ne prends rien. Je te le donne. Quand je ne serai plus là, tu auras une vraie sécurité. Ta mère, ton père, ta sœur ils n'auront rien. Mais ils vont devenir fous. Laisse-les. Son sourire était acéré. Ils ont perdu le droit à mon argent quand ils ont traité mon petit-fils comme une ordure. J'ai déjà tout déposé chez mon avocat. Ils peuvent le contester autant qu'ils veulent, mais ça ne changera rien. Je suis resté assis là, essayant de digérer, une maison, une terre, une vraie sécurité que je n'avais jamais imaginé avoir. Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce que je veux que tu saches que tu as un avenir, Lucas. Tu construis ta propre vie, et c'est bien. Mais je veux que tu saches que tu as une fondation qui t'attend le moment venu. Ne les laisse pas te manipuler avec de l'argent, des larmes ou des menaces. Tu es à l'abri. Ils ne le savent juste pas encore. Nous avons passé le reste de la journée à parler. Il m'a posé des questions sur mon travail, mon logement, mes projets. Il m'a raconté des histoires sur l'enfance de mon père que je n'avais jamais entendues. Comment Didier avait été une personne différente avant de rencontrer ma mère. Comment Isabelle avait toujours été obsédée par l'image et le statut. Comment ils s'étaient lentement empoisonnés mutuellement pour devenir le gâchis qu'ils étaient devenus. Ta sœur est le produit de la façon dont ils l'ont élevée, a dit grand-père Gérard. Ça n'excuse pas son comportement, mais ça l'explique. Elle n'a jamais appris les conséquences parce qu'ils l'ont protégée de chacune d'entre elles. Toi, par contre. Tu as appris tôt. Ça t'a rendu plus fort. Quand je suis parti ce soir-là, il m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Ne te fais pas rare, mon fils. Tu es le bienvenu ici à tout moment. Et s'il te crée des problèmes, tu m'appelles. Je m'en occuperai. Je suis retourné chez Martine la tête pleine. Une maison, une terre, une vraie sécurité, la preuve qu'au moins une personne dans ma famille m'avait vu, vraiment vu, et avait décidé que je valais quelque chose. L'école était un enfer à sa manière. Chloé m'évitait dans les couloirs, mais ses amis non.
Elle chuchotait assez fort pour que je les entende, égoïste, dramatique, il ruine sa vie parce qu'il est jaloux. Je les ai ignorés. Qu'elles pensent ce qu'elles veulent. Monsieur Dubois m'a pris à part un jour après les cours. Tes parents appellent toujours l'école, exigeant toujours que nous intervenions. Je veux que tu saches que l'administration te soutient. Tu as 18 ans, tu fais ton travail et ce n'est pas de notre ressort. Mais ils font du bruit à propos d'une poursuite pour détresse émotionnelle. Ils peuvent poursuivre qui ils veulent. Ça ne change rien. En plus, papa ne peut pas me contacter. Ordonnance restrictive. Ils font attention à ça. C'est ta mère qui passe tous les appels maintenant. Le nom de ton père n'est sur rien. Il m'a tendu une enveloppe. Ceci est arrivé à l'école pour toi. J'ai pensé que tu pourrais la vouloir. À l'intérieur se trouvait une lettre de mes parents. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. C'était 3 pages de manipulation déguisées en inquiétude. À quel point ils étaient inquiets. Comment je gâchais ma vie. Comment ils seraient prêts à payer pour l'université si je rentrais à la maison et que je réparais les choses. Comment la famille était censée rester unie dans les moments difficiles. Pas un mot d'excuse, pas une seule reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Je l'ai montré à Thierry pendant le déjeuner. Il a ri. Ça, c'est quelque chose. Ils essaient de te racheter avec des conditions. C'est toujours comme ça avec ce genre de personnes. Ils pensent que l'amour est transactionnel. Tu fais ce qu'ils veulent, ils te donnent ce dont tu as besoin. Le problème, c'est que ce dont tu as besoin ne coûte pas d'argent. Il a plié la lettre. Tu vas répondre ? Ça ne sert à rien. Ils n'écouteraient pas de toute façon. Mais ils ont continué d'essayer. Plus de lettres, plus d'appels à des numéros bloqués, plus de tentatives par l'intermédiaire de l'école et d'amis de la famille. Chaque fois, le même cycle de manipulation. Rien de tout cela n'a fonctionné. 2 mois après mon départ, Chloé s'est présentée à l'entrepôt. Thierry est venu me chercher pendant mon service, disant que quelqu'un me demandait sur le parking. Je suis sorti et elle était là, appuyée contre sa voiture, l'air mal à l'aise dans ses vêtements de marquer son maquillage. Nous étions entourés d'entrepôts et de semi-remorques. Elle semblait déplacée. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. « Parler. Juste 1 minute. Sans les parents. » J'ai croisé les bras. « Parle alors. Je suis en train de rater l'école d'été. Si je ne réussis pas, je n'obtiendrai pas mon diplôme à temps. Maman et papa sont furieux. Ils te rejettent la faute. On dirait que c'est ton problème. Lucas, allez. Je sais que j'ai merdé, mais je demande de l'aide. Juste cette fois. Aide-moi à réussir et je ne te demanderai plus jamais rien. J'ai ri. Tu me demandes de faire ton travail à nouveau, après tout ça ? Et tu penses que je vais t'aider maintenant ? Nous sommes de la même famille. Non, nous sommes parents. Il y a une différence. La famille ne se traite pas comme une ordure. Je me suis approché. Tu as échoué parce que tu n'as pas fait le travail. C'est de ta faute. Débrouille-toi toute seule. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu vas vraiment me laisser échouer ? Je ne te laisse rien faire. Tu échoues toute seule. Mais j'ai besoin d'eux. Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter d'attendre que tout le monde règle tes problèmes. Ce dont tu as besoin, c'est de grandir. Je me suis tourné vers l'entrepôt. On a fini ici. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Les larmes ont séché rapidement, remplacées par la colère. Tu es un tel salaud, Lucas. Maman avait raison sur toi. Tu es égoïste et cruel, et tu ne te soucies de personne d'autre que de toi-même. Cool. Tu as fini ? Elle est montée dans sa voiture et a démarré en trombe du parking. 3 jours plus tard, grand-père Gérard a appelé. Ta mère est au courant pour le testament. Elle a appelé, hurlant que je la punissais et que je détruisais la famille. J'ai pensé que tu devrais savoir que ça va devenir moche. Comment l'a-t-elle découvert ? Je le lui ai dit. J'ai pensé qu'il était temps qu'elle sache exactement où elle en était. Elle menace de le contester, de faire intervenir des avocats, toute la production. Est-ce que ça marchera ? Aucune chance. Il a fait une pause. Mais Lucas, elle va s'en prendre à toi durement maintenant. Ne te laisse pas avoir.
Je ne le ferai pas, bon garçon. Tiens bon. Je suis fier de toi. Il avait raison. La semaine suivante a apporté un déluge. Maman a envoyé des messages par l'intermédiaire de la famille élargie sur à quel point elle avait le cœur brisé. Chloé a publié sur les réseaux sociaux des messages sur les membres de la famille ingrats, qui abandonnent les gens qui les ont élevés et qui agressent ensuite leur propre père avec de fausses accusations. J'ai tout ignoré, j'ai continué à travailler, j'ai continué à construire ma vie. Puis Monsieur Dubois a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Monsieur Dubois a appelé un samedi matin. Lucas, tu dois entendre ça. Tes parents viennent de quitter l'école. Ils ont rencontré le directeur pour essayer de forcer l'école à intervenir dans ta situation de vie. Ils ont dit que tu avais été contraint de partir par des influences extérieures. Laisse-moi deviner, mon grand-père? Exactement. Ils prétendent qu'il t'a manipulé pour que tu déménages afin de les exclure de son testament. Ils veulent que l'école documente que tu es exploité. J'ai ri. C'est créatif. Ça s'améliore. Le directeur leur a dit que l'école n'a aucune juridiction sur ta vie personnelle et que toute la documentation montre que tu es parti volontairement après avoir eu 18 ans. Ta mère a menacé d'aller voir les médias pour dénoncer l'échec de l'école à protéger les élèves des prédateurs familiaux. Elle y va vraiment à fond. Elle est désespérée. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à penser jusqu'où ils étaient prêts à aller pour maintenir leur version de la réalité. Il ne s'agissait pas de moi. Ça n'avait jamais été le cas. Il s'agissait de contrôle. Lundi soir, Martine m'a demandé si je voulais dîner avec elle. Nous avions pris l'habitude de dîner ensemble 1 ou 2 fois par semaine, où elle cuisinait et nous parlions de choses sans importance. Ce soir-là, elle a fait un pot-au-feu. Tu es ici depuis 6 mois maintenant, a-t-elle dit. Ça semble plus long, dans le bon sens. Comme si tu avais toujours été là. Merci d'avoir pris un risque avec moi. Ce n'était pas un risque. Tu es arrivé avec le premier mois de loyer en espèces et une éthique de travail. Je savais que tu t'en sortirais bien. Elle a fait une pause. Tu as des nouvelles de ta famille. Ils font du bruit. Mais ça ne marchera pas, bien. Qu'ils en subissent les conséquences. L'été s'est transformé en automne. Je me suis inscrit à des cours du soir à l'IUT, utilisant mon horaire de travail pour accumuler des crédits en vue d'un diplôme en gestion d'entreprise. Je me suis dit que si j'allais gravir les échelons, autant avoir l'éducation pour le soutenir. Chloé a raté l'école d'été. Elle a dû redoubler sa 2e année. J'ai entendu dire par des bruits de couloir qu'elle me reprochait d'avoir ruiné sa vie, racontant à qui voulait l'entendre que je l'avais saboté exprès. Les poursuites contre mon père ont avancé lentement dans le système. Son avocat a obtenu une réduction à voie de fait simple dans un accord de plaidoyer, mais il a quand même dû faire des travaux d'intérêt général, suivre des cours de gestion de la colère, et l'ordonnance restrictive est restée en vigueur. J'ai entendu par la famille élargie qu'il était furieux à ce sujet, que maman essayait d'arranger les choses avec les parents, inventant des histoires sur la façon dont je l'avais provoqué. Ça n'avait pas d'importance. Le tribunal avait les vidéos. La vérité était consignée. Décembre est arrivé. Grand-père Gérard a appelé la veille de Noël. Joyeux Noël, Lucas. Un colis est en route pour toi. Il devrait arriver demain. Tu n'avais pas à m'acheter quoi que ce soit. Si. Tu es la seule famille qui vaille la peine d'être célébrée. Le colis est arrivé le matin de Noël. À l'intérieur se trouvait un nouveau manteau d'hiver, une carte cadeau pour l'épicerie et une lettre. Lucas, je suis plus fier de toi que je ne l'ai jamais été de personne. Tu vas faire de grandes choses. L'argent est à toi quand je ne serai plus là, mais tu as déjà prouvé que tu n'en as pas besoin. Tu t'en sortiras bien avec ou sans. C'est ce qui te rend digne de cet argent. Avec amour, grand-père Gérard. J'ai souri et j'ai posé la lettre sur mon bureau à côté d'une photo que Martine avait prise de nous à la Toussaint. Le semestre de printemps a commencé à l'IUT. J'ai déclaré ma spécialisation. J'ai fait un plan pour être transféré dans une université de 4 ans. Finalement, j'ai commencé à penser à long terme. La vie n'était pas parfaite. Certains jours étaient difficiles. Certaines nuits, je me demandais si j'avais pris la bonne décision. Mais ensuite, je me réveillais dans ma chambre chez Martine, j'allais travailler où les gens me respectaient, je rentrais à la maison dans le calme et la paix, et je me rappelais que c'était mieux. C'était à moi.
Maman a envoyé une dernière lettre en avril. À l'intérieur se trouvait une photo de moi enfant, peut-être 6 ans, à mon premier match de lutte. Au dos, elle avait écrit « Nous sommes désolés. Nous t'aimons et espérons qu'un jour tu pourras nous pardonner. » J'ai mis la photo dans un tiroir et j'ai continué ma journée. Peut-être qu'un jour je leur pardonnerai. Peut-être que non. Quoi qu'il en soit, ça n'avait pas d'importance. Les amis, nous sommes si près d'atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez envisager de vous abonner. Cela aide vraiment à atteindre ce cap des 100 000. Merci de faire de ce rêve une réalité.